Merci Jacqueline, merci Franck. Bonsoir chers amis auditeurs de Radio Courtoisie. Je vous dis bonsoir si vous nous écoutez en direct en ce lundi 24 juin 2013, semaine C de notre cycle des émissions. Je vous dis bonjour si vous nous écoutez demain matin à partir de 7h30 et bonne nuit si vous nous écoutez à partir de 2h du matin. Nous allons évoquer des sujets brûlants dans ce libre journal. Tout à l'heure, nous parlerons de l'addiction sexuelle. Vous voyez que c'est un sujet particulièrement délicat, mais M. Strauss-Kahn ne sera pas notre invité, je vous rassure. En première partie, nous allons nous intéresser à l'évasion fiscale, qui ne se confond pas tout à fait juridiquement ni moralement avec la fraude fiscale, mais qui l'englobe. Et nous traiterons le sujet, nous poserons la question d'une manière inhabituelle. L'évasion fiscale, crime contre la République ou résistance à l'oppression. Et pour traiter le sujet, je reçois donc le professeur Bertrand Leménissier, économiste, professeur émérite de l'Université Paris 2, maître Jean-Philippe Delsol, avocat fiscaliste, administrateur de l'IREF, qui est l'Institut de recherches économiques et fiscales, et qui est également patron d'émission à Radio Courtoisie depuis septembre 2012. 12, tout à fait. Alors qu'il est encore un peu bisu à Radio Courtoisie. Bien sûr, j'ai pas encore une année pleine. Bonjour à tous et bonjour Henri de Lesquen, merci de m'inviter. Et le troisième de mes invités, c'est Sylvain Charrat, historien, analyste des politiques publiques. Alors je précise tout de suite que Jean-Philippe Delsol a écrit avec Nicolas Lecossin « À quoi servent les riches ?» éditions Jean-Claude Lattès, et d'ailleurs il est venu notamment dans mon émission il y a environ un an en parler, et le sujet évidemment de son livre n'est pas tout à fait étranger au sujet de l'évasion fiscale, crime contre la République ou résistance à l'oppression. Et quant à Sylvain Charrat, il a eu la haute main, je crois, en tout cas il a contribué au dernier dossier du contribuable, numéro 13, juin-juillet 2013, intitulé « La France de la fraude, fisc, sécurité sociale, alloc, transport, ceux qui trichent le plus, ce que ça coûte ». Alors, avant peut-être d'interroger Sylvain Charrat sur la manière justement dont il a abordé avec ses collaborateurs les dossiers du contribuable, abordé le sujet, j'aimerais rappeler aux auditeurs de Radio Courtoisie les grands textes sacrés de la République, ou d'avant la République d'ailleurs, de 1789, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens du 26 août 1789, qu'on ne médite pas assez quand on parle de fiscalité, me semble-t-il, enfin, sauf évidemment les grands avocats fiscalistes comme Maître Delsol. L'article 2, que dit l'article 2 ? Jacqueline, vous connaissez par cœur l'article 2, j'espère. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme, et il est ajouté, ces droits imprescriptibles et naturels sont, je cite, la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. D'où d'ailleurs l'intitulé de notre disputatio, qui est l'évasion fiscale, crime contre la République ou résistance à l'oppression, puisque dans un pays où il y a 56% des dépenses publiques, ce qui est d'une manière ou d'une autre de la fiscalité actuelle ou future, où 46% de prélèvements obligatoires, c'est de l'impôt sous un nom ou sous un autre, n'y a-t-il pas oppression fiscale ? Et s'il y a oppression fiscale, l'article 2 nous dit que nous avons le droit de la résistance à l'oppression, si je lis bien, mais peut-être que Maître Philippe Delsol me dira que je suis un mauvais juriste. J'ajoute que je continue ma démonstration sur la déclaration de 1789, Maître Delsol. Article 13, pas mal l'article 13, vous le connaissez encore mieux que moi. Tous les jours, vous le pratiquez. Que dit l'article 13 ? Il dit que l'impôt est justifié. Mais écoutez bien, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, dans quel cas est-il justifié ? Pour quelle finalité ? Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Donc l'impôt, la contribution commune, n'est indispensable que pour les dépenses d'administration et l'entretien de la force publique. La force publique, c'est l'armée et la police, peut-être la justice aussi, les tribunaux. Mais les dépenses d'administration, chez moi, ça n'a jamais été les dépenses de l'État-providence. Les dépenses de redistribution, à mon avis, ne sont pas prévues par l'article 13. Je continue. L'article 17 est dernier de la déclaration de 1789
nous dit que la propriété est un droit inviolable et sacré. Alors, est-ce que l'impôt sur la fortune n'est pas une atteinte à ce droit inviolable et sacré qu'est la propriété? Voilà. Je m'arrête. Je m'arrête pour dire que la thématique que nous avons adoptée pour cette émission, donc, y a-t-il crime contre la République comme on le croit apparemment, comme tout le monde a l'air de le dire dans les autres médias, les médias du système, ou bien résistance à l'oppression, et quand commence la résistance à l'oppression? Ce n'est pas une problématique tout à fait arbitraire. Alors, mais il faut distinguer, bien entendu. Il faut faire preuve de discernement. Et c'est exactement ce que fait notre ami Sylvain Charras. Dans les dossiers du contribuable, numéro 18, ou numéro 13, pardon, la France de la fraude, il faut quand même distinguer dans la fraude, d'abord l'impôt, la sécurité sociale, et puis la fraude par refus de payer les impôts que l'État exige, que l'État ou les caisses de sécurité sociale, c'est pareil, en fait. Et puis, au contraire, les énormes escroqueries que fabriquent des fraudeurs aux allocations familiales qui s'inventent des enfants qu'ils n'ont pas eu, ou bien qui touchent des rentes de vieillesse pour des centenaires qui en fait sont morts depuis 40 ans. Donc il faut distinguer. Alors expliquez-nous quelles sont les catégories de fraude que vous avez distinguées, cher Sylvain Charras. Mais écoutez, tout d'abord je vous remercie de me recevoir. Je dirais, on a fait dans ce dossier des contribuables 3 types de fraudes, essentiellement. La fraude sociale. Vous n'avez pas fait de fraude, vous les avez étudiées. Non, je veux dire, on a étudié les fraudes, effectivement. Si vous l'avez fait, ne le dites pas à l'antenne. Ça commence bien. Donc, parce que l'article 40 du Code de procédure pénale m'obligerait à saisir le procureur de la République, comme d'ailleurs tous les auditeurs de Radio Courtoisie, qui vous entendrez avouer aux fraudes. Bon, alors nous ne le ferons pas. Non, il y a pas de souci là-dessus. Non, nous avons étudié 3 types de fraudes, en fait. Tout d'abord, les fraudes sociales, les fraudes au transport et les fraudes fiscales. Donc c'est essentiellement les 2 types de fraudes, fraude sociale et fraude fiscale, sur lesquelles nous avons concentré notre attention, sachant que ce sont 2 types de fraudes vraiment contraires, je dirais, parce que la fraude sociale, c'est effectivement de se dire je vais essayer d'avoir le plus d'argent par rapport au système de redistribution, donc au système social, via les allocations familiales, via les différentes déclarations qu'on peut faire, et nous avons certains articles qui traitent de ce genre de fraude, notamment avec par exemple des problèmes de polygamie avérés, où là on a effectivement, c'est assez classique, mais on a des fraudes qui coûtent extrêmement cher aux contribuables. Et puis il y a aussi d'autres fraudes. Dans les fraudes sociales, c'est vrai qu'on a inclus tout ce qui est travail au noir, par exemple. Ça, il y a non-paiement de cotisations sociales. Alors celle-ci, je dirais, se situe ça ressemble à l'évasion fiscale. Hein. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est que celle-ci va faire un petit peu l'intermédiaire entre la fraude sociale et l'évasion fiscale. Parce que le travail au noir, au bout d'un moment, est-ce qu'un artisan a envie de travailler pour lui ou pour l'État? C'est la question qu'on peut se poser. Donc, je dirais, ce sujet-là, nous avons un article là-dessus, et je dirais, il est intermédiaire. Et puis ensuite, la fraude fiscale, où on pose véritablement la question sous un angle qui est très rarement abordé dans les médias du système, on va dire ça comme ça. C'est s'il y a évasion fiscale, s'il y a une envie de partir, c'est pas parce qu'il y a une fraude vis-à-vis de la République, c'est parce qu'il y a une oppression fiscale qui fait qu'on ne peut plus rester. Donc c'est sous cet angle-là, l'angle de dire je travaille, mais c'est quand même pour moi, ma femme, mes enfants, et c'est pas que pour l'État. Donc on a choisi cet angle-là, c'est s'il y a fraude fiscale, s'il y a évasion fiscale, c'est qu'il y a un problème à l'origine. Nous allons évoquer les grands principes avec Bertrand Lamélicier et maître Jean-Philippe Delsol. Mais d'ores et déjà, je donne un élément de réflexion aux auditeurs de Radio Courtoisie. On parle, je lis ça dans la presse partout, des gens qui ont mis de l'argent en Suisse. Mais la grande majorité sont des gens qui ont mis de l'argent en Suisse pour des questions d'héritage, ou qui ont hérité de sommes. Et de quoi s'agissait-il? D'échapper au droit de succession, qui s'élève en France, en ligne indirecte, je crois, à 60%, c'est bien ça? Non, 45% en ligne directe. Non, en ligne indirecte. Ah, en ligne indirecte, 60%. Enfin, entre étrangers, 60%. Ça peut aller jusqu'à 60%. Donc, hériter d'un oncle, c'est 60%, ce qui est absolument gigantesque. Et même en ligne directe, ça peut aller jusqu'à 45%. 45% en ligne directe.
Donc, c'est qui est quand même contraire, à mon avis, au principe énoncé dans la déclaration de 1789, parce que ça veut dire que on porte atteinte à la propriété d'une manière absolument inqualifiable et pas simplement pour le financement des dépenses d'administration. Bon, donc vraiment, je ne parle pas du cas de Monsieur Cahuzac, qui évidemment est à l'esprit de tous les auditeurs de Radio Courtoisie lorsqu'on parle de l'évasion fiscale. Je parle de l'immense majorité des gens qui ont mis de l'argent dans ce qu'on appelle les paradis fiscaux. Et bien sûr, vous avez d'ailleurs dans votre dossier un chapitre sur les enfers fiscaux, parce que la réponse classique des libéraux bon teint, c'est de dire s'il y a des paradis fiscaux, c'est qu'il y a des enfers fiscaux. Alors, sur le plan des principes, nous allons commencer par aller aux principes que je n'ose dire extrêmes, enfin en tout cas purs, cher Bertrand Léménissier. Est-ce que pour vous, l'évasion fiscale, c'est un crime contre la République ou une résistance à l'oppression? C'est l'article 2, bien entendu, de la Déclaration des droits de l'homme. Et tu l'as rappelé tout à l'heure, mais ça s'adresse aux partis politiques. En fait, les partis politiques sont là justement pour préserver la liberté, la propriété, et y compris la résistance à l'oppression. Sous cet angle-là, tous nos partis politiques sont inconstitutionnels, si on se centre sur cet aspect des choses. Et les gens l'ont bien vu, parce que j'ai relu récemment une proposition de charte des droits de l'homme pour l'Europe, qui pourrait s'imposer, bien entendu, à l'ensemble de l'Europe, où cet article-là est omis. Donc, on a bien conscience de l'importance de cet article 2. Il va de soi, c'est un principe intangible. Ici, la résistance à l'oppression peut prendre n'importe quelle forme, de la forme de la révolte armée qu'on a connue, parce que on oublie sans doute, je ne rappellerai pas l'historien, mais la plupart des impôts viennent aussi avec des révoltes. Ça passe pas. Les révolutions commencent par des révolutions. Je parle même pas de révolution. Je parle même pas de révoltes contre l'impôt. Contre l'impôt. Mais il y a d'autres formes de résistance. Il y en a une qui est relativement simple, c'est de travailler. Je veux dire, c'est une façon simple de résister. De ne pas travailler. Oui, je me passe de l'autre côté des subsides. D'une certaine façon, d'où l'importance de cet aspect de la redistribution qui favorise ce type d'évasion. Qu'est-ce que c'est que la production domestique? Si ce n'est de travailler sans être, j'allais dire, repéré, taxé, penser au réseau sel. C'est-à-dire que ça ne touche pas uniquement, bien entendu, Qu'est-ce que le les réseau gens qui sont riches. Les réseaux sel, c'est des gens qui font des échanges en troc. Donc ils ne payent pas les charges sociales, ils ne payent pas un ensemble de choses. C'est illégal. Non, c'est pas illégal. Non, Maître Delson, ce n'est pas illégal. Non, pour le moment, c'est pas illégal. On a encore le droit d'échanger un poulet contre un lapin. Oui, donc, sans payer la TVA. Oui, sans payer la TVA, évidemment. Il ne faut pas que ça devienne une habitude. À ce moment-là, ça devient professionnel et ça doit être assujetti à l'impôt. Vous voyez bien que ça devient illégal quand c'est habituel. Définir l'habitude. Quand ça relève simplement de la consommation personnelle. C'est une chose aussi qu'on va retrouver sur Internet, etc. Et donc la question de la résistance peut prendre évidemment de multiples formes. Et l'évasion traduit bien le mot. Évasion veut dire qu'il y a bien quelqu'un qui est emprisonné, l'argent ici en l'occurrence. Donc non seulement c'est légitime, c'est-à-dire qu'il y a un aspect de légitimité qui est sous-jacente à travers cette résistance à l'oppression fiscale. C'est pour ça qu'on voudrait supprimer cet article-là, bien entendu, de la Constitution. Quel article? L'article 2. On ne peut pas. C'est impossible, puisque l'article 2 fait partie de la déclaration de 1789 qui figure dans les tables de la loi. On est d'accord pour la France, mais je pense, moi, à l'échelon européen, le jour où on nous imposera quelque chose qui est supérieur, bien entendu, à la Constitution française. Donc, officiellement, c'est impossible. Où je pourrais me reporter, oui, mais ça, avec l'Europe, il faut s'attendre parfois à tout. Donc, il faut prévoir cet aspect des choses. L'aspect... Après, c'est l'argument qui a été avancé sur l'aspect principe, c'est les dépenses. Je regarde les dépenses, et dans le fond, dans cet article-là, en rappelant les dépenses... L'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Y compris le fait des dépenses et l'administration. C'est pas l'article 2, ça, c'est l'article... c'est l'article 13, je pourrais la mentionner un petit peu plus loin. Le fait qu'on utilise l'argent à d'autres choses, en particulier la redistribution, qui est simplement un transfert, qui ne produit pas des biens publics. Il y a une discussion, bien entendu, chez les économistes pour savoir si c'est un bien public qu'on ne pourrait pas produire autrement. Mais ici, redistribuer de l'argent, transférer de l'argent d'une poche à une autre, c'est un vol légal.
C'est pas autre chose. C'est-à-dire, je trouve même plus honteux. Il est plus moral de mon point de vue de le faire de manière privée, parce qu'on prend un risque, que de le faire anonymement à travers la démocratie et un vote. Parce que les commanditaires de cette redistribution, c'est nous tous. C'est nous qui demandons à un homme politique d'exécuter finalement un crime ici, qui est de prendre... Bon, alors nous allons arrêter notre ami le Médicis sur cette pente savonneuse qui nous entraîne... Oui. Et je me tourne vers maître Jean-Philippe Delsol, après avoir rappelé quand même aux auditeurs de Radio Courtoisie que dans ce dossier du contribuable de notre ami Sylvain Charrat, il y a, évidemment, ne pouvait pas ne pas y être, la célèbre photo qui est circulée sur Internet, qui est quand même, je crois, la photo la plus drôle de l'année. Ah oui, oui. Et peut-être même la photo la plus drôle du siècle. J'imagine difficilement plus drôle, c'est une photo prise à Nanterre le 20 novembre 2012, lors d'un grand colloque de la Direction Générale des Finances Publiques, où le ministre, monsieur Jérôme Cahuzac, était là. Et le thème, c'était la lutte contre la fraude fiscale. Et il y a une belle photo de monsieur Jérôme Cahuzac qui a l'air très content de lui. C'est lutte contre la fraude fiscale et Nanterre. Alors je veux dire, c'est quand même. Quand il y a les inspecteurs des impôts qui passent de l'autre côté de la barrière, je le rappelle. Alors pour une fois qu'il y a un homme politique qui fait. Il était quand même très qualifié. Je pense qu'il faut. C'était la meilleure nomination. En fait, monsieur Cahuzac, on lui a reproché d'être hypocrite, mais en réalité. Il savait très bien comment faisaient les fraudeurs, donc il était particulièrement bien qualifié pour. En fait, il a voulu faire des travaux pratiques. C'était peut-être pour mieux exercer sa mission de ministre. Qu'en pensez-vous, maître Jean-Philippe Delsol? Oui, je ne crois pas que c'était à titre de travaux pratiques. Ce que vous disiez tout à l'heure, à juste titre, que l'essentiel des comptes à l'étranger, il y en a des dizaines et des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers, beaucoup en Suisse, mais pas que en Suisse. Que ces comptes restaient en Suisse pour éviter l'héritage, les droits de succession, plus exactement sur l'héritage. C'est sans doute vrai, et pourtant je crois que ça n'est pas l'essentiel. La plupart des familles, car ce sont des familles qui se transmettent ces comptes de génération en génération, elles se le transmettent parce que c'est pour ces familles un élément de sécurité. Beaucoup plus encore qu'un moyen d'éviter de payer l'impôt. Et si jamais on avait un problème en France, qu'il soit rouge ou brun, si jamais il fallait qu'on parte un jour à quatre pattes, si jamais on avait des problèmes et qu'il fallait qu'on s'exile, eh bien, nous aurions là les instruments de notre sécurité. J'ai rencontré des gens qui voulaient régulariser leur situation, j'en vois beaucoup en ce moment, et certains ont des comptes en Suisse depuis très très longtemps. Alors, je ne peux pas tout raconter, mais certains, pour certains, ça remonte à 1870. J'ai eu un cas comme ça, un haut magistrat d'une grande famille française qui, au moment de la Commune, à Paris, a eu peur et a transféré une partie de son patrimoine. Il a eu quelques raisons d'avoir peur. Il n'avait pas tort. Alors, je peux pas vous raconter toutes ces histoires, mais elles sont souvent amusantes, parfois curieuses, et les familles qui ont ces comptes, au fond, les dépensent peu. Elles les gardaient, et on se transmettait le numéro et le contact d'une génération à l'autre. Aujourd'hui, les choses changent. Les choses changent parce que ça devient très difficile de gérer ces comptes à l'étranger. Le secret n'est plus respecté, et on va en parler, j'espère, parce que je trouve que votre émission, Henri de Lesquen, tombe particulièrement bien, parce que il y a ces jours-ci des textes qui viennent de tomber là, sur les bureaux des ministères, de l'Assemblée nationale, qui en a parlé cette semaine, des textes qui, en fait, plus que jamais, car ça n'est pas tout à fait nouveau, transforment l'évasion fiscale en grand banditisme. C'est-à-dire que ces familles dont j'ai parlé, qui sont des familles en général honnêtes, normales, souvent d'ailleurs relativement peu riches en France, c'est très curieux, elles peuvent avoir des comptes importants à l'étranger et vivre modestement en France. Et ces familles sont traitées comme si c'était véritablement des gens qui avaient commis ce qui relève du grand banditisme. Et donc, ces gens-là aujourd'hui subissent une pression qui est inconcevable. Ils ne dorment plus la nuit.
parce qu'on leur promet le pire. On leur dit que non seulement on va tout leur saisir, mais la loi qui est en cours d'examen à l'Assemblée nationale dit qu'ils pourront être passibles de 7 ans de prison, d'une amende de 2 millions d'euros. C'est cher. Que si les comptes à l'étranger ne suffisent pas, on pourra saisir leurs biens en France. C'est comme la drogue. Et que pour essayer de découvrir ces forfaits incommensurables qu'ils ont commis, tous les moyens seront permis à l'État. Y compris illicite. C'est le projet de loi. Hein. C'est le projet de loi. Pas encore voté. Ah, mais ça n'est pas passé au Conseil constitutionnel. C'est le projet de loi. Oui, c'est le projet de loi. Mais ceci dit, c'est tout de même un projet extrêmement grave, puisque dans ce projet de loi, non seulement, bien entendu, pour traquer ce genre de crime, car ça devient un crime abominable, les écoutes téléphoniques, elles étaient déjà autorisées. Oui, pour le banditisme, pour la fraude fiscale. Pour la fraude, il fallait que ce soit de la fraude, il fallait que la fraude soit reconnue. C'était difficile de reconnaître la fraude. Mais là, ça pourra être généralisé. Dès lors qu'il y a un soupçon de compte à l'étranger, on pourra mais je ne vais pas m'arrêter là, on pourra non seulement être mis sous écoute, et je crois qu'on peut craindre que les avocats eux-mêmes qui converseront avec leurs clients le soient aussi, ce qui relève finalement de ce qui se passe en Turquie, par exemple, en ce moment, où le même genre de pratique à l'encontre des avocats se rencontre. Mais bien au-delà encore, l'État va se réserver le droit d'utiliser des fichiers volés. Il va se réserver le droit de pouvoir voler aussi les relations Internet de ces gens-là avec toutes les personnes avec lesquelles ils conversent. Ils vont pouvoir les suivre, ils vont pouvoir se dissimuler, c'est-à-dire faire en fait de la traque cachée. C'est en réalité une sorte de poursuite qui est organisée, comme si ces gens avaient véritablement commis le pire des crimes. Maître Jean-Philippe Delsol, moi je vous pose la question de la crédibilité de ces menaces, parce que le code pénal, vous le savez mieux que moi, est rempli de dispositions draconiennes qu'on applique dans certains cas fort peu. Je vais prendre un exemple bien connu qui n'a rien à voir avec la fraude fiscale, c'est l'incendie volontaire. Article 322-6 du code pénal, la destruction d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie est punie de 10 ans d'emprisonnement. Donc toute personne qui met le feu à une voiture dans un quartier de l'immigration ou d'ailleurs est théoriquement passible de 10 ans d'emprisonnement. Or, on brûle en France chaque année des dizaines de milliers de voitures. Vous croyez vraiment qu'on a 10 ans que multiplie 10 000, c'est-à-dire 100 000 années d'emprisonnement qui sont prononcées chaque année? Non. Donc, est-ce que ça ne sera pas la même chose? Alors, est-ce que vous pensez que l'État sera plus sévère avec les braves gens, les braves bourgeois qui ont gardé de l'argent au-delà de la frontière franco-suisse qu'avec les racailles des banlieues? Alors, on a bien vu l'histoire d'un jeune ici, Nicolas, qui avait manifesté pour tous et qui se retrouve effectivement en prison alors qu'on relâche automatiquement du tribunal d'autres qui ont commis des forfaits. Donc vous pensez que la justice n'est pas juste, alors c'est le deux poids deux mesures alors? Il m'arrête Bertrand Lévenissier. Évident que la confiance que je peux avoir dans la justice est tout à fait limitée en France de ce point de vue de la symétrie, etc. Apparemment, les gens s'en plaignent. Donc si le pouvoir... Et là, je partage tout à fait cette loi liberticide. C'est la première fois que je vois un projet de loi aussi liberticide, parce que ce n'est pas le premier quand même. Hein. Demain, je vous dénonce. Je vous dénonce à mon inspecteur du fisc. Et il a peut-être rien fait. Non, mais attendez. Et simplement. Bertrand Lévenissier, vous ne connaissez pas la loi, ça existe déjà. C'est l'article 40 du code de procédure pénale. Article, alinéa 1er ou alinéa 2, selon qu'on est fonctionnaire ou pas. Qui vous dit, alinéa 1 que vous pouvez dénoncer et alinéa 2 que vous devez dénoncer. C'est-à-dire que le fonctionnaire doit dénoncer, le citoyen ordinaire peut dénoncer. Oui, bon, ça c'est déjà le cas depuis longtemps. Hein. Ici, ça s'adressera à votre voisin que vous aimez pas, ou il y a une incitation plus forte. Les moyens illicites qui ont été mentionnés, ça va même plus loin. Je peux me transformer, moi, agent de la force publique, en agent du UBS, pour vous inciter. L'UBS, c'est une banque suisse. Hein. Oui, la banque suisse. L'Union des banques suisses. Oui, je peux tout à fait me faire passer. Je peux pénétrer un réseau, vous inciter,
J'ai traité la loi le permet. Ça. La loi le permet. La provocation, le projet de loi. Le projet de loi. C'est exactement ce qui est appliqué pour la lutte contre la drogue. Donc, c'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'un agent des douanes, un inspecteur des impôts se déguise en agent de l'UBS et dise mais moi cher ami, vous payez trop d'impôts, je vais vous indiquer une filière absolument sûre. Et le type il fait confiance. Absolument. Et crac, provocation. Donc c'est un procédé qu'on utilise à mon avis de manière légitime dans le cas de la drogue. Ça on peut en discuter, mais c'est effectivement étendu ça. C'est monstrueux, Maître Del Sol. Alors c'est monstrueux et moi je me suis posé la question, mais comment peut-on en arriver là? Mon analyse est la suivante. Et je serais content de la partager avec vous, enfin d'en discuter avec vous. Avec les auditeurs de Radio Courtoisie qui peuvent discuter grâce aux questions qu'ils posent. Bien sûr. Et moi, je crois qu'on en est arrivé au point où, en réalité, la notion de bien commun est complètement transformée en bien de l'État. C'est-à-dire que, en fait, lorsque les hommes politiques, parce que ce n'est pas propre à la gauche aujourd'hui au pouvoir. Malheureusement, il faut savoir que tout cela vient de loin. Prenons cet exemple, en 1995 que le fait d'avoir des comptes à l'étranger a été rendu délictuel au même titre que le blanchiment. C'est devenu un acte de blanchiment, comme les gens qui blanchissent l'argent de la drogue, du sexe, du crime. Et donc, en fait, c'est cette idée que le bien commun n'est plus que le bien de l'État. Et donc, dans cette conception complètement pervertie du bien commun, lorsque on attente au bien de l'État, on attente au bien commun, et donc on commet quelque chose qui est une sorte de crime de lèse-majesté. Et c'est comme ça qu'on en arrive à faire accepter naturellement l'idée que avoir caché de l'argent, c'est-à-dire ne pas avoir payé son impôt comme les autres, est aussi grave qu'une atteinte à l'État lui-même. Alors je crois, Maître Del Sol, qu'il y a là, alors ça dépasse la discussion que nous avons sur l'évasion fiscale, mais il y a là en fait un problème de philosophie politique essentiel, qui remonte en fait d'abord à une tradition juridique extrêmement importante, où l'État avec un grand E, d'ailleurs écrit avec un grand E peut-être pour le distinguer du mot État au sens de conditions ou de situation, mais peut-être aussi pour marquer l'importance qu'on attribue à l'État, puissance publique, est confondu avec l'ensemble de la communauté nationale, est confondu avec la nation. Et je crois que cette tradition remonte peut-être même jusqu'à Philippe le Bel et à ses légistes, et je trouve qu'elle se manifeste très bien, par exemple dans les écrits du grand juriste Karen Malberg, quand il parle de l'État, pour lui c'est visiblement tout, quoi. C'est tout, l'État ça englobe tout, en principe. Et puis à cela s'est ajouté le socialisme, sous toutes ses formes, y compris sous ses formes un peu dévaluées. Au XIXe siècle, le mot social a pris un autre sens pour désigner au fond ce qui est une forme dégradée de charité consistant à prendre de l'argent aux riches pour le donner aux pauvres. Bon. Et d'ailleurs, ça a contaminé l'Église catholique elle-même, qui a inventé la doctrine sociale de l'Église sous Léon XIII à la fin du XIXe siècle. Et ça se traduit aussi dans le vocabulaire de la CGT, qui était ensuite le vocabulaire officiel, puisque on parle de nationalisation pour parler en fait d'étatisation. Car la nationalisation, dans le langage courant, ça consiste à prendre un bien privé qui peut appartenir à 100% à des particuliers qui sont des nationaux, des Français, pour le transférer dans le public. Comme si ce qui était privé était moins national que ce qui était public. C'est quand même donc le vocabulaire traduit de toutes sortes de points de vue cette confusion des esprits sur la question du bien commun, Maître Del Sol, et de la distinction entre l'État et la nation. L'État, pas seulement pour un libéral, il me semble même pour un national pas tellement libéral, l'État n'est qu'un instrument au service de la nation. Au service des citoyens, au service des individus, si vous voulez, le policier. Enfin, au service des gens, disons, voilà. Pour employer un terme neutre. Il est là pour faire respecter la propriété de chacun, donc la liberté de chacun, c'est-à-dire permettre l'épanouissement de chacun. Ça, c'est la conception lockéenne de l'État. Et d'autant. Non, attendez, ne me dites pas Locke, parce que là, j'ai horreur de Locke. Pour moi, c'est Burke, la référence absolue, et le Locke. Ça nous emmène sur un débat périphérique, mais pas périphérique, mais en tout cas différent. Je voudrais ramener un petit peu la discussion aussi sur les moyens de prélever l'impôt.
parce que c'est une chose assez particulière, parce que je peux très bien financer un ensemble de dépenses d'administration et puis de police, enfin disons de l'État régalien, autrement que par l'impôt sur le revenu, autrement que par la CSG, ces prélèvements obligatoires. C'est ces prélèvements obligatoires et c'est la forme du prélèvement de l'impôt qui aussi entraîne, bien entendu, l'évasion. Si j'égalise l'impôt en France, l'impôt sur le revenu, aux 17 millions qui ne le paient pas, je n'ai plus d'impôt sur le revenu. Je n'ai plus besoin de faire de l'inquisition fiscale et je n'ai plus besoin à me préoccuper de savoir si l'argent est parti ailleurs. Je peux simplement asseoir l'impôt sur une assiette très différente, mettons la TVA après tout, pourquoi pas, ou ce qui se passe avec la CSG, c'est-à-dire que le prélèvement ne touche pas les individus en tant que tel, mais c'est prélevé à la source. Vous avez peut-être moins de problèmes avec ce type de prélèvement qu'avec le nôtre. Donc, moi, je peux réclamer, en payant des impôts, bien entendu, sur le revenu, demander à ce que l'ensemble des Français payent l'impôt sur le revenu, et c'est une discussion sur l'impôt proportionnel, sur la forme de l'impôt, parce qu'il y a la question de la progressivité. La progressivité ici n'est pas sur celle des gens riches, mais sur la fraction minime de gens qui payent l'impôt sur le revenu. Il y a très très peu de gens, il y a 35 millions sans doute de gens qui devraient être assujettis à l'impôt sur le revenu. Il y en a 17 millions qui, bien entendu, plus de la moitié qui ne le paient pas. Et parmi ceux qui payent l'impôt sur le revenu, il y en a très peu qui payent, mettons, 10 000 euros d'impôt sur le revenu. Ça, je pense que tu sais mieux que moi, peut-être les chiffres. Il y a peut-être 500 000 ou 1 million d'imposables qui payent 10 000 euros par an d'impôt sur le revenu. C'est cette concentration de l'impôt qui pose effectivement problème et qui est à la source aussi de l'évasion fiscale. Je veux dire, vous pouvez pas, et de l'injustice fondamentale de ce système qui fait que l'article 2 doit après. Il y a même plus que l'article 2, il y a même plus d'égalité entre guillemets devant l'impôt sur le revenu. Enfin, on n'est pas obligé d'avoir un impôt sur le revenu. C'est ce que je veux rappeler. Oui, tout à fait. Martinez voulait supprimer l'impôt sur le revenu, ça se défend. Oui, tout à fait. Il y a d'autres moyens. Ça fait double emploi avec la TVA qui tend indirectement un impôt sur le revenu. Bon, alors notre discussion part un peu dans tous les sens, mais j'aimerais qu'elle parte encore plus dans tous les sens, justement, avec les questions des auditeurs de Radio Courtoisie qui vont être posées par la douce voix de Jacqueline qui va parler bien près du micro. Oui, je rappelle que vous êtes sur Radio Courtoisie, que vous écoutez le libre journal d'Henri de Lesquen, qui reçoit pour cette première partie et dont le thème est l'évasion fiscale, crime contre la République ou résistance à l'oppression, Sylvain Charras, historien analyste des politiques publiques, Jean-Philippe Delsol, avocat fiscaliste, administrateur de l'IREF, Institut de recherche économiques et fiscales, et Bertrand Leménissier, économiste, professeur des universités. Alors pour chacun de mes trois invités, je rappelle les références bibliographiques. Donc pour monsieur Sylvain Charras, les dossiers du contribuable numéro 13, juin-juillet 2013, la France de la fraude. Jean-Philippe Delsol avec Nicolas Lecossin, À quoi servent les riches aux éditions Jean-Claude Lattès. Et Bertrand Leménissier, La morale face à l'organisation. Face à l'économie. La morale face à l'économie aux éditions de l'organisation. Mais la morale face à l'organisation, c'est un beau sujet aussi, remarque. Oui. C'est un autre sujet. Alors, un auditeur, Jersey et Guernesey sont des paradis fiscaux anglo-saxons. Félicitations à M. de Lesquen pour la deuxième partie de son émission lundi soir. La première aussi, j'espère. Et puis, un auditeur, si un Français décide d'habiter dans un pays extérieur à l'Union européenne, peut-il éviter la charge des impôts, des taxes et l'impôt sur la fortune? Alors, notez les questions qui sont techniques. En ne séjournant que pendant un temps limité en France. Un auditeur, Milton Friedman, avait déclaré que le travail au noir était une de nos dernières libertés. Un auditeur, les bourgeois libéraux sont les pires ennemis des nationalistes, les communistes n'étant que des concurrents. Monsieur de Lesquen, le national-libéralisme est une escroquerie intellectuelle de bourgeois réactionnaires pour un État socialiste et rationaliste. Un auditeur, pourquoi M. de Lesquen n'invite-t-il jamais sur Radio Courtoisie le candidat du FN de Villeneuve-sur-Lot? Pourquoi ne pas l'inviter ce soir par téléphone? Pourquoi n'inviteriez-vous pas M. Michel Guimiot?
un auditeur, Monsieur Caluzac, socialiste, a un comportement normal. Il est pour le partage des biens publics. Une auditrice, si l'on retire l'argent des riches pour donner aux pauvres, il ne restera plus que des pauvres. Une auditrice, le bien commun est le bien de l'État. Comment expliquer que les droits de succession soient en France aussi élevés si l'argent droit n'est pas un descendant, si l'ayant droit n'est pas un descendant direct du défunt, c'est injuste. Et une auditrice, jamais M. Delescq n'annonce la seconde partie de son émission. C'est assez inconfortable. Alors, en l'occurrence, c'est faux. Je l'ai donné au début de la première partie. Et donc, dans la seconde partie de notre libre journal, donc à 19h30 pour ceux qui écouteront en direct, il y aura donc la chronique du Grand Large de Patrick Simon sur le thème L'homme de veau. Et ensuite, nous parlerons de science et morale. Peut-on guérir les malades sexuels ? Le sujet étant, en fait, la question médicale et psychiatrique de l'addiction sexuelle. Voilà. Et j'ai précisé que je n'avais pas invité Monsieur Dominique Strauss-Kahn, contrairement à ce que l'intitulé du sujet pourrait suggérer. Alors, dans les questions qui sont posées, je réponds. Je réponds rapidement à des questions, disons, précises. Je ne sais pas qui est Monsieur Michel Guignot qu'on voudrait que j'invitasse, donc qu'on me le dise. Oui, pardon ? C'est le conseiller de celui qui était candidat du Front National à Villeneuve-sur-Lot, c'est ça? Voilà, très bien. C'est son conseiller. Écoutez, moi, franchement, si monsieur le candidat du Front National à Villeneuve-sur-Lot avait voulu intervenir, mais il ne me l'a pas demandé. Bon, écoutez, après tout, c'est à lui qu'il faut s'adresser, qu'on commence par me demander d'intervenir avant de me reprocher de ne pas le recevoir. C'est quand même un monde, ça. Il ne m'a pas demandé d'intervenir à l'antenne. S'il me le demande, je lui donnerai quelques minutes pour qu'il donne son point de vue. Bon, alors je réponds peut-être rapidement à cet individu sympathique qui m'insulte en me disant que le national-libéralisme dont je suis l'adepte est une escroquerie intellectuelle. Je ne crois pas que ce soit. Je crois que ce n'est pas parce que vous n'avez pas compris, monsieur, que c'est une escroquerie intellectuelle. C'est une synthèse tout à fait justifiée et légitime entre l'aspiration nationale et les vérités du libéralisme, et notamment du libéralisme économique bien tempéré. Voilà. Mais ce n'est pas vraiment le sujet de ce soir, en tout cas pas totalement. Alors, peut-être, Maître Delsol, pourriez-vous répondre à cet auditeur qui s'intéresse peut-être d'ailleurs à lui-même, qui voudrait savoir s'il peut échapper à l'impôt sur la fortune, etc., en allant habiter ailleurs qu'en France. Est-ce que vous conseillez l'immigration fiscale ? Juste avant, j'avais oublié ce message d'une auditrice. Comment le fils de Laurent Fabius peut-il acheter un appartement de plusieurs millions d'euros alors qu'il ne paie pas d'impôts ? Alors, écoutez, sur ce plan-là, écoutez, il y a une instruction judiciaire ou une information judiciaire, donc il faut laisser la justice faire son enquête. C'est vrai qu'on peut être un peu perplexe du fait que monsieur Thomas Fabius, fils de Laurent Fabius, ait acheté un appartement 7 millions d'euros, qui paraît-il en vaut 3 millions de moins d'ailleurs, et alors même qu'il ne paye pas l'impôt sur le revenu. C'est vraiment miraculeux. Mais bon, c'est comme ça. Il est peut-être le prochain sur la liste. Après Cahuzac, je veux dire. Ah oui, alors qui vous parlez du père ou du fils ? Le père, parce que c'est le fils. Parce que mais le fils. Alors attendez, je voudrais quand même dire ce que j'ai lu dans la presse à propos de monsieur Thomas Fabius, fils aîné de Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, ancien Premier ministre. Il a dit: j'ai gagné de l'argent au poker à Macao, c'est pour ça que j'ai reçu un virement en provenance de Macao. Voilà. D'1 million d'euros, paraît-il. Enfin, 1 million d'euros, ça se fait pas 7. Hein. Ça en fait pas 7, et il faut qu'il le prouve. Alors, simplement, pour répondre à cette question technique, bien sûr, on peut partir à l'étranger. Il y a beaucoup de gens qui partent à l'étranger en ce moment. Alors, quand on dit beaucoup, ce ne sont pas des centaines de milliers, mais ce sont des gens qui font partie des forces vives de la France, qui partent. On estime à environ 5000 personnes depuis 1 an, 5000 personnes par an, chefs d'entreprise pour la plupart d'entre eux, gens souvent fortunés, mais pas forcément très fortunés, qui quittent la France pour des raisons fiscales et plus généralement pour des raisons d'allergie au climat qui existe en France. Ces gens-là peuvent partir, mais les choses sont plus compliquées pour eux maintenant depuis un peu plus de 2 ans, parce qu'il y a ce qui s'appelle donc la taxe de sortie,
Merci de l'avoir dit en français. Et cette taxe, donc, impose, en fait, sauf à obtenir, mais ce n'est pas très facile non plus, un sursis de paiement, ou quand il est automatique dans les pays quand on part dans les pays de l'Union européenne, il pèse, en fait, de manière latente sur le patrimoine. Il faut payer ou vivre avec une possibilité d'avoir à payer un jour un impôt correspondant à la plus-value sur les valeurs mobilières qu'on possède. Alors ça c'est théorique. Au jour où on part. Est-ce que les moyens de contrôle de l'administration fiscale française sont suffisants si le contribuable va se cacher à Bruxelles? Alors, si le contribuable détenait de manière cachée ailleurs des actifs mobiliers, évidemment ce sera très compliqué de le savoir. Mais si le contribuable détient les parts d'une société qui est la société dans laquelle il a fait prospérer ses affaires en France, s'il part, il doit déclarer à l'occasion de son départ. Et qu'il se fait oublier. Il ne déclare plus rien. Non, il habite en Belgique. Non, le texte est bien fait. Le législateur est devenu intelligent au cours de ces dernières années, et ces textes sont de mieux en mieux faits et de plus en plus précis. Il y a de moins en moins de failles, et donc aujourd'hui, le chef d'entreprise, propriétaire des actions de sa société, qui part à l'étranger, doit faire une déclaration pour dire je pars, et il doit ensuite chaque année faire une déclaration pour dire s'il continue à détenir ses biens. Et s'il ne la fait pas, il est taxé. Donc en réalité, le suivi est assuré. Ouais. Alors, n'y a-t-il pas pire, parce que nous avons tendance, nous Français, à nous fustiger, et c'est vrai que sur le plan de la fiscalité, de la spoliation fiscale, nous sommes assez exemplaires, mais n'y a-t-il pas pire, et finalement, dans un pays qui est souvent considéré comme un modèle pour les libéraux, qui est les États-Unis d'Amérique, parce que ils ont aux États-Unis une loi. Ils ont un impôt mondial. Ils ont un impôt sur la nationalité, c'est-à-dire qu'ils vous ne l'avez pas rappelé, Maître Delsol, mais le principe du droit national et international, c'est qu'on paye l'impôt en fonction de son lieu de résidence. Enfin, on paye à l'État de sa résidence. Là où on est domicilié sur le plan fiscal. Là où on est domicilié sur le plan fiscal. Alors que pour les Américains, il y a un impôt en fonction de la nationalité, quel que soit le lieu de résidence. C'est exact. C'est d'ailleurs un impôt que M. Sarkozy voulait instituer peu avant donc la heureusement dernière élection. Qu'il a été battu alors. Hein. Et les Américains, effectivement, donc restent citoyens américains où qu'ils soient dans le monde. Et à ce titre, les États-Unis considèrent qu'ils doivent payer l'impôt, sous réserve évidemment des conventions fiscales de non-double imposition entre les pays où ils sont domiciliés et les États-Unis. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, quelques milliers d'Américains chaque année abandonnent leur nationalité américaine pour éviter cet impôt. Voilà. Sylvain Charat. Oui, je voudrais dire à ce propos que il y a le député socialiste Yann Gallu, qui est en charge d'un groupe de travail contre l'exil fiscal à l'Assemblée nationale, qui aujourd'hui travaille sur une loi à propos des expatriés français, justement pour pouvoir les imposer lorsqu'ils s'expatrient. Alors les imposer temporairement, je crois que c'est 5 ans ou 6 ans, mais il y a c'est un peu l'idée de la nationalité, de l'impôt de nationalité. Voilà, on reprend un petit peu l'idée américaine temporairement, mais enfin tout ce qui est temporaire en France généralement devient permanent. Et nous avons quand même une épée de Damoclès qui pèse sur la nationalité, c'est que si ce projet de loi va jusqu'au bout, on aura un début, Maître Delsol, un début d'imposition sur la nationalité française si on s'expatrie ou si on va résider tout simplement à l'étranger pour des raisons quelconques de travail, etc. Ça me frappe beaucoup. Alors je dirais que là, on peut avoir aussi, parce que d'une part, je pense que pas mal de gens aujourd'hui, notamment d'entrepreneurs qui partent, c'est aussi une forme de résistance à l'oppression fiscale. Ça, c'est très clair et c'est ce qu'on a voulu aussi dire dans le dossier des contribuables. Mais il y a aussi une autre chose qu'il faut considérer. Il s'appelle la France de la fraude. Et qu'on trouve j'ai oublié de dire qu'on le trouvait dans les kiosques. Attention, hein. Absolument, à peu près tous les kiosques de France et de Navarre. Il y a aussi une autre chose que je voudrais dire, c'est que, au fond, est-ce que c'est si grave que ça si moi, je décide d'aller ailleurs dans un pays de l'Union européenne et que je prends la nationalité belge ou luxembourgeoise? Au fond, je suis citoyen européen.
Soyons un petit peu provocateurs. Attendez. Moi qui suis nationaliste français, je trouve ça épouvantable. Que la France, ma patrie, perde un élément de valeur comme vous, c'est monstrueux. Je sais, ce serait très regrettable. Mais au fond, selon les textes de loi depuis 1997 et le traité d'Amsterdam, nous sommes tous citoyens européens. Est-ce qu'il y a un problème? Moi, je ne me sens pas citoyen européen. Non, mais peut-être. On va jouer avec les mots, finalement, avec les lois qu'il faut connaître. C'est-à-dire que, moi, je veux bien que plaisanter, personne ne peut connaître la loi, sauf Maître Delsol qui est dans ce métier, mais les lois sont tellement compliquées que personne ne peut les connaître. Non, mais ce que je veux dire, c'est le nul n'est censé ignorer la loi est devenu une plaisanterie depuis longtemps. On est tout à fait, c'est impossible. On est tout à fait d'accord. Mais sur le principe, comme nous sommes citoyens européens, est-ce qu'il y a un problème finalement à ce que j'aille m'installer, si je veux aller m'installer en Belgique, au Luxembourg? Un problème à quel point de vue? Si je suis citoyen, c'est purement théorique, mais c'est relativement provocateur. Mais quel est le problème de changer de nationalité au fond? Nous sommes tous citoyens européens. Si je vais à Bruxelles, si je vais à Amsterdam. Attendez, là, il ne s'agit pas, vous mélangez les sujets, cher ami. Cher Sylvain Charras, nous parlions de changement de résidence fiscale, de domicile fiscal. Oui, moi je vais plus loin. Sachant que jusqu'à présent, puisque la loi de Monsieur Galu n'a pas encore été votée, en matière fiscale, on paye l'impôt dans le pays de résidence, de domiciliation fiscale. Et pas dans le pays de sa nationalité. On peut avoir la nationalité du Mali, être malien donc, et si on réside en France, on est censé payer l'impôt en France. Et réciproquement, si on est de nationalité française et qu'on habite au Mali, on paye l'impôt au Mali. Oui, tout à fait. Ce que je voulais dire, c'est que tout ça, c'était pour vous dire, on y soit qui mal y pense. Moi, je deviens malien, aussi sec. Il y a des pays où on peut acheter sa nationalité. Je vais vous donner un exemple. Oui. Si vous voulez, par exemple, devenir citoyen des Seychelles, ça peut être sympathique, mais peut-être pas très longtemps quand même. Non, je me méfierais. Les Seychelles, c'est pas très sûr. Les Seychelles, c'est près des pirates somaliens. Donc les Seychelles, c'est simple, c'est 250 000 $. Et vous devenez citoyen des Seychelles. C'est quand même un peu cher. Alors, je crois que la nationalité du Guatemala... Tout dépend ce que vous voulez en faire. La nationalité du Guatemala est moins chère. J'ai pas le prix en tête. Non. Bon, mais moi je voudrais en profiter pour peut-être dire quand même, je trouve que cette question sur les bourgeois réactionnaires et libéraux, elle est aspirée par le ressentiment. Elle est finalement provocatrice. Non, mais elle est aspirée par le ressentiment. Mais voilà, et je voudrais dire qu'il s'agit pas finalement d'invoquer un drapeau libéral mais il s'agit simplement de rappeler sur ce sujet de l'impôt que au fond, trop d'impôts tue l'impôt, et que si on se bat les uns et les autres, et autour de ce micro, je crois que nous sommes globalement d'accord pour dire que, en fait, il y a évasion fiscale s'il y a trop d'impôts, parce que quand les impôts sont raisonnables, normaux, les gens les payent, les gens acceptent de les payer. Pas tous, bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais et non seulement cette idée que trop d'impôts tue l'impôt est toujours vraie, mais elle est aussi vraie en ce sens que ça se retourne contre l'État lui-même, car le produit de l'impôt baissant, c'est en fait à force d'augmenter l'impôt que l'État en vient à perdre sa capacité à bénéficier de l'impôt. Et c'est cette fameuse courbe de l'affaire que donc un économiste qui a été le conseiller de Reagan a mise en relief à la fin des années 60, mais et qui montre qu'au-delà de certains taux qui sont variables selon les pays, les périodes, lorsque les taux d'impôt grimpent, le produit de l'impôt baisse. Et c'est toujours vrai, à tel point d'ailleurs que cette observation, elle avait été faite déjà par des économistes beaucoup plus anciens. Elle a été faite par exemple au XVIe siècle par un économiste qui s'appelait Barthélemy de la Fémas, qui était lui très nationaliste. Je réponds en même temps à ce monsieur. Mercantiliste. Mais il était mercantiliste, on disait à l'époque. Ouais. Il était mercantiliste. Est-ce qu'on le disait à l'époque ou on l'a dit après d'ailleurs? Je crois Bertrand saura peut-être ce que je dis, mais je crois qu'on le disait à l'époque. Dans l'histoire des idées économiques, on parle des mercantilistes, mais est-ce que ce nom était déjà employé au XVIe siècle? Je ne sais pas. Je crois que oui, mais et c'est lui qui a dit cette phrase que je trouve très belle: les autos tuent les totos. Voilà, les autos tuent les totos. Les autos tuent les totos. Voilà, là, c'est très joli, ouais. Mais ça fait penser à la guerre franco-allemande quand même. Hein. Les autos tuent les totos. Les totos c'est un français et autos c'est un allemand. Hein. Alors écoutez, je voudrais pour les auditeurs de Radio Courtoisie bien distinguer dans les propos de maître Jean-Philippe Delsol l'aspect, disons, purement économique de l'aspect moral. Alors parlons d'abord de l'aspect économique. Je reviens sur ce que vous avez dit à propos d'Arthur Laffer. D'abord, je rappelle l'anecdote. Selon l'anecdote, Arthur Laffer a dessiné sa courbe sur la nappe d'un restaurant.
qui devait être en papier, enfin on espère qu'elle était en papier. Et cette courbe de l'affaire, d'Arthur Laffer, est très facile à comprendre et absolument évidente dans son principe. Le raisonnement est simple. On simplifie, on dit, voilà, il y a un impôt avec un taux. Bon, si le taux de l'impôt est à 0%, alors on fait, excusez-moi, il faut un peu de mathématiques élémentaires. On fait une courbe avec des abscisses et des ordonnées. Et en abscisse, on a le taux de l'impôt, et en ordonnée, le produit de l'impôt, la recette fiscale, ce que reçoit l'État par l'impôt. Et donc, l'affaire dit à son convive, eh bien, écoutez, cher monsieur, vous me dites qu'il faut augmenter l'impôt, mais ça n'est pas démontré parce que je fais ma courbe. Si le taux de l'impôt est à 0%, par définition, la recette est nulle. Si le taux de l'impôt est à 100%, eh bien, par évidence économique, le taux de l'impôt est nul parce que personne ne va s'amuser à travailler ou à faire quoi que ce soit s'il donne tout à l'État, sauf peut-être quelques saints, peut-être Bertrand Le Ménissier qui est très altruiste, mais moi j'ai pas donc, le problème. Donc en première approximation, on dira que si le taux de l'impôt est 100, c'est-à-dire que si tout ce qui est gagné est confisqué par l'État, personne ne produira rien et donc le produit de l'impôt sera égal à 0. Donc on a une courbe qui commence à 0, qui finit à 0, et d'après un théorème mathématique qui s'appelle le théorème de Rolle, il y a forcément un extrémum, enfin un maximum pour cette courbe. Si elle est continue. Ouais, bah enfin, je suppose que écoutez, Laurent, je savais pas que vous avez fait des mathématiques, je croyais que c'était seulement de l'économie. Et donc il y a forcément un maximum, il peut y en avoir plusieurs d'ailleurs, enfin il peut y avoir plusieurs bosses, mais en tout cas il y a un maximum. Et donc, alors, en simplifiant, on imagine que c'est une courbe en cloche. Enfin, c'est l'hypothèse la plus simple, c'est-à-dire que ça commence à monter. Je parle de la recette fiscale. Attention, pas du PIB, pas du revenu national. Donc, au fur et à mesure que le taux de l'impôt monte, la recette augmente. Et puis, à un certain moment, le taux continue à monter, mais la recette diminue jusqu'à tomber à 0. Voilà. Donc, la question pratique, ça, c'est une évidence logique, mathématique. Et la question pratique est de savoir où on en est pratiquement. Et je crains que pour la France aujourd'hui, hic et nunc, nous soyons déjà au-dessus du maximum de recettes de la courbe d'Arthur Laffer. Je n'ai pas de preuve, si ce n'est dans l'évolution des finances publiques, Maître Delsol. Alors moi je le pense aussi. Je le disais tout à l'heure, le taux de l'impôt, au-delà duquel le produit de l'impôt baisse au fur et à mesure qu'on augmente le taux, il est variable selon les époques et les territoires. Je vais vous raconter une petite anecdote parce que je pense qu'elle est amusante. Au lendemain de l'élection de Ronald Reagan aux États-Unis, 1980, Arthur Laffer a convaincu l'équipe Reagan qu'il fallait baisser les taux d'impôt pour augmenter le produit de l'impôt. Et ce qui se comprend, j'en profite pour le dire, parce que en baissant le taux de l'impôt, le poids de l'impôt, on libère des énergies. Et donc on favorise la croissance, on favorise la création, l'innovation, l'emploi. Et donc en fait, il y a plus de gens qui contribuent à l'impôt. Alors, l'affaire les a convaincus et Reagan fait sa première baisse d'impôt. Il en fera deux grandes. Il en fera une autre 2 ans plus tard. Il fait sa première, 4 ans plus tard, sa première grande baisse d'impôt. Et puis, tous ces économistes se retrouvent semaine après semaine. Ils suivent, parce qu'aux États-Unis on est très réactifs, et ils suivent les courbes des produits de l'impôt, et rien ne se passe. Et au bout de 6 mois, ils se retrouvent et ils se disent, on était peut-être avant le sommet de la courbe. On n'était peut-être pas du bon côté de la courbe, parce que ça ne s'inverse pas. Et hop, en fait, ils avaient eu raison, ils étaient du bon côté de la courbe quelques semaines plus tard, mais il a fallu 8 mois. Ça s'est inversé, et pendant des années, le produit de l'impôt aux États-Unis n'a cessé de croître, alors que les taux d'impôt ne cessaient de baisser. Voilà, l'autre aspect, oui, pardon, Bertrand Le Ménissier. Juste, c'est une figure, mais je ne suis pas toujours très fier de voir que l'État ait davantage de recettes. Ça dépend de l'usage qu'il en fait. Non, alors là vous êtes sur le plan strictement économique. Alors justement, le deuxième problème, c'est le problème, et nous allons en parler maintenant, c'est le problème moral. J'aurais tendance à dire ceci, mais j'ai envie de dire que ça n'engage que moi, que vous pouvez ne pas être d'accord. Les dépenses légitimes de l'État, celles qui sont d'ailleurs prévues par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui sont les dépenses régaliennes, il est normal qu'elles soient payées par l'impôt. En revanche, les dépenses supplémentaires qui sont celles du socialisme de tous les partis, qui sont la résultante immorale du fait que pour se faire élire,
eh bien, on promet des dépenses. Enfin, on connaît bien le problème du marché politique, le fait que les hommes politiques ont intérêt à disséminer l'impôt sur beaucoup de gens, ou alors éventuellement sur une minorité de riches, mais aussi sur beaucoup de gens, pour concentrer les subventions sur des catégories déterminées, les agriculteurs, par exemple, ou les gens qui manifestent bruyamment contre la fermeture d'une usine. Et donc les dépenses de l'État, qui, et je le rappelle, si on prend l'État au sens large, c'est-à-dire l'ensemble des collectivités publiques de toute nature, y compris la sécurité sociale, atteignent 56%. À la fin du règne de Sarkozy, c'était 56%, et je ne crois pas que ça ait beaucoup diminué depuis. Ce qui est, je crois, un sommet européen et peut-être mondial. Hein. C'est très élevé. Donc, il est clair que d'un point de vue de principes moraux, philosophiques et politiques, ces dépenses sont illégitimes, en grande partie. Par conséquent, c'est bien là qu'on peut dire qu'il y a oppression fiscale. Il y a oppression fiscale parce que l'argent qui est pris de force par l'État, parce que l'impôt, comme le dit le mot impôt, ça veut dire que c'est imposé, c'est obligatoire. Ce n'est pas un échange, c'est une obligation que l'État impose aux citoyens, qu'il appelle des contribuables, et qui doivent payer. Et donc, dès lors que c'est obligatoire, et dès lors que ces dépenses financées par l'État, grâce à ces impôts, sont illégitimes, politiquement et moralement, qu'elles résultent d'un système pervers qui déforme la démocratie au-delà de ce qu'elle devrait être, qui est notamment dû d'ailleurs au fonctionnement de la démocratie représentative, parce que dans les pays où il y a une démocratie directe comme en Suisse, eh bien, il y a beaucoup moins d'impôts. Donc quand les citoyens votent eux-mêmes l'impôt, d'une certaine manière, par le référendum, il y en a moins. Donc nous sommes dans un système pervers, donc on peut dire que, sans inciter les gens à la fraude fiscale, ce qui serait évidemment très mal vu, qu'il y a un vrai problème politique et philosophique, et qu'on peut se demander si au niveau qu'atteint l'impôt, il n'y a pas, de la part de certains contribuables, sinon de tous, une forme de résistance à l'oppression ou de légitime défense face à l'État Moloch qui veut arracher une livre de chair à chaque contribuable. Nous n'avons parlé là, à propos d'Arthur Laffer, maître del Sol, que de taux moyen, en quelque sorte, par simplicité. Mais il faut parler du taux marginal. Et le taux marginal, donc, dans le cas du droit de succession, ça atteint donc 60% pour la transmission en ligne indirecte, le neveu et son oncle, l'oncle et le neveu. C'est 60%, c'est donc clairement une spoliation, contraire, à mon avis, à l'interprétation normale de la déclaration de 1789, qui protège la propriété. Je précise juste pour que les choses soient bien claires vis-à-vis de nos auditeurs, que oncle-neveu c'est 55%, mais... En tout cas, sans lien de parenté, 60%. Sans lien de parenté, c'est 60%. Il y a une personne, d'ailleurs, un auditeur, qui a posé une question sur l'héritage, à très juste titre, et c'est vrai que au-delà d'un certain niveau d'imposition, car il faut probablement des impôts. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut quelques impôts parce qu'il y a des missions régaliennes à assurer, même si Bertrand Le Ménissier n'est pas toujours d'accord là-dessus. Mais au-delà d'un certain niveau, c'est de la spoliation. C'est ce que dit Henri de Lesquen à l'instant. Et effectivement, quand on paye 60% de droits sur la transmission de la propriété, quand on paye 75% d'impôts sur les revenus élevés, certes, mais qui sont les revenus convenus librement entre un employeur et un employé, c'est de la spoliation. Et donc, au-delà de ces taux de spoliation, est-ce que on peut se poser légitimement la question, est-ce que c'est encore du vol sur le plan moral, moi, si j'étais que de voler l'État? Si j'étais prêtre et confesseur d'un contribuable, je lui donnerai mon absolution s'il est amené à échapper à un impôt de 60%. C'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas prêtre. Il y a peut-être d'autres raisons aussi, notamment le fait que je suis marié. Dans l'Église catholique, il ne faut pas être marié. Sylvain Chara. Je dirais que oui, je suis tout à fait d'accord avec Maître Delson. Je dirais que à partir pour les du auditeurs moment, de Radio Contrescarpe, j'ai oublié de préciser. À partir du moment où il y a spoliation de la propriété privée,
c'est immoral. La propriété privée fait la personnalité, fait la souveraineté individuelle. Il y a atteinte de l'État et à partir du moment, je pense que l'impôt, oui, est immoral. Et que l'État... Pas tout l'impôt au niveau où il est. L'impôt spoliateur. Spoliateur. Oui, parce qu'il faut payer les impôts. Je suis d'accord qu'il faut en payer. Dans l'émission, nous sommes tous d'accord. Mais oui, il y a un moment donné, trop d'impôts, ça veut dire... je voudrais dire une chose sur un impôt particulier, parce que je ne vois pas beaucoup exprimer ce point de vue, mais je le défendrai quand même. Je pense que de tous les impôts, l'impôt le plus immoral, c'est l'impôt sur les successions. Pourquoi ? Parce que il atteint directement le droit de disposer de sa fortune. Le fait que lorsqu'on vend, on n'est pas imposé ou très peu, mais que lorsqu'on donne, on est imposé, me paraît scandaleux dans son principe. C'est-à-dire que quand on est altruiste, on doit payer l'impôt, alors que ce soit d'ailleurs celui qui donne ou celui qui reçoit, avant ou après la mort, ça ne change pas grand-chose au principe. Alors que si on vend, ou si on consomme pour soi-même tout ce qu'on a, eh bien, on ne paie pas d'impôt, si ce n'est les impôts sur la consommation. Donc, c'est un impôt. Les droits de succession sont un impôt qui est un impôt contre l'altruisme et qui est un impôt qui favorise l'égoïsme. Il incite les gens à dépenser tout leur argent avant leur mort, idéalement, pour échapper aux droits de succession. C'est très simple, on vend tout en viager. Tout ce que vous avez, vous le vendez en viager. Ce qui est liquide, vous le mettez en rente viagère. Essayez de trouver quand même des rentes indexées et puis ne les mettez pas dans une banque chypriote. Mais sinon, mettez tout en viager, comme ça, quand vous mourrez, vous ne léguerez rien puisque vous aurez tout dépensé pour vous. Vous pouvez transmettre, bien entendu, là aussi c'est une forme d'évasion fiscale à l'héritage. Vous pouvez investir dans le capital humain de vos enfants. Ça s'appelle la dépense d'éducation. En français non technocratique, ça s'appelle les dépenses d'éducation. Oui, mais enfin, on paye et on fait des efforts pour effectivement qu'ils aient une meilleure éducation. C'est une autre façon, bien entendu. Parce que le capital humain, ça fait penser un peu à l'esclavage, oui, je pense qu'effectivement, l'État nous considère comme tel. Vous avez fait des remarques sur la taxe de sortie, entre guillemets, sur l'impôt de sortie, sur le fait qu'on s'approprie les corps. Je veux dire, la loi liberticide qui est mentionnée, c'est une véritable appropriation des corps des individus. Le fait que je puisse pas changer de citoyenneté et que je sois taxé même au-delà, j'ai plus la propriété de moi-même. Donc, rien de ce fait-là fait que l'impôt zéro qu'est-ce que vous en pensez des droits de succession ? Parce que j'ai mis une opinion, j'aimerais savoir si vous la partagez ou si vous la récusez ou si vous en doutez. Maître Delsol, vous qui êtes orfèvre en la matière. Moi, je suis d'accord avec vous sur le. Je parle de morale, là, de morale. Je suis tout à fait d'accord sur le plan moral. Uniquement sur le plan moral. Autant d'ailleurs que sur le plan économique. Je suis d'accord sur les deux plans. Je vais me placer uniquement sur le plan moral. Sur le plan strictement moral, moi, je vais ajouter ceci. Parce que beaucoup des gens qui sont contre les droits de succession disent, écoutez, regardez, ces héritiers qui sont devenus des incapables parce qu'ils avaient trop d'argent, et qui passent leur vie à acheter des Ferrari et à les bousiller sur la route. Je schématise et je caricature. C'est scandaleux, nous disent-ils. Alors il vaudrait mieux qu'il y ait des droits de succession très élevés pour que ces héritiers ne puissent pas recevoir et gaspiller cet argent. Et moi, mon analyse et je dirais aussi ma pratique, parce que dans mon métier, je conseille. Vous êtes avocat fiscaliste, je suis avocat fiscaliste et je conseille beaucoup de gens très fortunés pour les aider à gérer leurs biens, leurs fortunes, leurs affaires. Au fond, je constate que des héritiers qui ne savent pas gérer, certes, ils gaspillent, mais ils le gaspillent très vite et ils ne restent pas riches. C'est-à-dire qu'en fait, l'héritage qui est reçu par des gens qui ne savent pas le faire prospérer disparaît. Et tant mieux, car l'héritage continue de prospérer lorsqu'il est reçu entre de bonnes mains. Alors je voudrais ajouter à ce que vous venez de dire, Maître Philippe Delsol, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, deux considérations. La première, c'est purement morale. Si le père veut que son enfant, aussi dissipé soit-il, bénéficie de biens dont il a la propriété, c'est sa liberté, et je trouve scandaleux qu'on veuille l'empêcher de laisser son argent à son enfant. Deuxièmement, sur le plan économique, il est vrai qu'il y a des fils à papa qui sont très mauvais, mais l'observation objective de l'économie
montrent que les entreprises familiales sont beaucoup plus performantes que les autres, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Combien y a-t-il eu de PDG qui n'étaient pas des PDG familiaux et qui ont fait n'importe quoi, toute cette série d'inspecteurs des finances qui ont conduit à la faillite des grandes entreprises, et dans le plus connu, Jean-Marie Messier. Bon, ils n'étaient pas des héritiers. Je me rappelle d'ailleurs un exemple qui m'a beaucoup frappé. C'était, alors on l'a oublié, c'était à l'époque de l'UMTS, enfin le début des licences de téléphone mobile haut débit. Bon, il y a eu une mise aux enchères. Alors je crois que c'était une mise aux enchères très intelligente, mise aux enchères hollandaise, je crois, qui permettait d'arriver à ce que l'État tire de cette mise aux enchères le maximum d'argent. France Télécom, SFR, France Télécom aujourd'hui Orange, SFR, ont dépensé des sommes énormes pour acheter ces licences, hors de proportion avec ce que ça pouvait leur apporter, et la seule boîte qui a été prudente et qui a évité de se ruiner, c'était Bouygues. Pourquoi Bouygues ? Parce que Bouygues appartient à Martin Bouygues, qui est un fils à papa peut-être, mais qui ne gère pas si mal que ça, et qui défendait son propre argent. Et lorsque les gens défendent leur propre argent, ils sont beaucoup plus sages que des PDG irresponsables. On peut multiplier les exemples de PDG irresponsables qui obtiennent la bénédiction des actionnaires disséminés. Lorsque l'actionnariat est disséminé, malheureusement, il fonctionne souvent très mal. Et donc, en tout cas, l'expérience montre qu'on pourrait développer ça, et je crois que c'est très objectif, que les entreprises familiales, d'une manière générale, il n'y a pas de loi absolue, bien sûr, mais statistiquement, ça fonctionne mieux que les entreprises qui ne le sont pas. Enfin, pas plus mal, en tous les cas. Non, ça fonctionne mieux. Non, ça fonctionne mieux. Moi, je partage pour l'Europe. Pour l'Europe, mais aux États-Unis. Mais aussi aux États-Unis, mais bien sûr que si. C'est pas eux qui. C'est une discussion sur les fonds, les capitaux amenés. Je voulais juste intervenir sur la question de l'héritage. Il y a quand même aussi un des aspects qui est important, c'est que j'ai pas le droit de déshériter entièrement. Ça, c'est scandaleux aussi, ça c'est le code civil. Donc moi, chef d'entreprise, qui pense que j'ai un gamin qui ne sera pas capable de préserver l'entreprise, je ne peux pas le déshériter. Je pourrais le transmettre à qui je veux. Donc cette question ici est aussi liée à la législation et à la loi. Faut pas l'oublier. Ça, c'est un autre sujet, c'est effectivement le fait qu'en France, on n'a pas, à la différence de l'Angleterre, on n'a pas la liberté de tester depuis le Code Napoléon depuis 1804, et peut-être encore avant, je ne sais pas. Donc il y a certes une part disponible, je ne sais plus comment elle s'appelle. Une quotité disponible. Mais sinon, il faut donner à ses enfants. On est obligé de répartir voilà, égalitairement entre ses enfants. Même si l'enfant est parfaitement ingrat, enfin à moins qu'on ait vraiment pu démontrer en justice qu'il était ingrat, mais c'est vraiment très difficile. Un enfant peut ne jamais s'occuper de ses parents. Et bien, il aura quand même, ce qui est scandaleux, il faut reconnaître. Bon. Ce qui est scandaleux. Bon, c'est comme ça, et apparemment ça fait partie de la tradition française, il serait très difficile de revenir là-dessus, bien que, à mon avis, ce fût souhaitable. Je partage. Alors, j'ajoute une remarque, parce que sinon je ne serais pas complet sur autant je suis pour l'abolition pure et simple des droits de succession, autant je ne conteste pas le principe de l'impôt sur la fortune. Je conteste le taux, pas le principe. Autrement dit, s'il y avait un impôt sur la fortune à 0,2%, ça serait pas scandaleux en soi. Parce qu'il faut bien payer l'impôt. Et d'ailleurs, l'impôt sur la fortune à 0,2%, c'est la taxe foncière pour les biens immobiliers. Bon, donc, ce qui est scandaleux, c'est qu'on arrive à 1,5%. Alors là, 1,5%, c'est spoliateur. Il y a un argument économique, en tous les cas, pour taxer la propriété ou le sol ou l'origine de la fortune. Mais le problème est que ça se cumule avec la fortune a été acquise par le revenu, et on a déjà taxé par des actifs. Tout ça a déjà été taxé 36 fois. Ouais, mais s'il y a évidemment un impôt qui doit représenter toute la richesse des parties communes, tout ce que les autres peuvent apporter dans l'environnement, etc., c'est forcément un impôt sur la valeur de la maison, c'est-à-dire sur la valeur du terrain. La taxe foncière, ça existe déjà. La taxe foncière. Sauf que, alors le maître del Sol le sait mieux que moi, mais les évaluations, les bases de la taxe foncière sont arbitraires et aberrantes. Oui, totalement arbitraires. Deux maisons identiques d'un côté et de l'autre d'une route séparant deux communes peuvent avoir un impôt passant du simple au triple, non pas à cause des taux de la commune, mais à cause des méthodes, des bases d'évaluation. Moi, je partage assez cette idée que j'avais d'ailleurs contribué à la rédaction d'une proposition de loi dans ce sens, que finalement, il fallait choisir entre droit de succession et impôt sur la fortune. Voilà, il faut choisir. Et à la limite, j'aurais volontiers offert le choix
aux gens de payer l'impôt sur la fortune. Individuellement, ils choisiraient. En étant, à ce moment-là, exonérés de droits de succession. Voilà. C'est une très bonne idée, ça. Voilà. Ouais. C'est une idée vraiment astucieuse. Hein. Oui, alors, à moins que Sylvain Charras veuille intervenir, donc c'est Jacqueline qui va nous dire. Bien, je rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal d'Henri de Lesquen qui reçoit Sylvain Charras, historien, analyste des politiques publiques, Jean-Philippe Delsol, avocat fiscaliste, administrateur de l'IREF, Institut de recherche économique et fiscale, Bertrand Leménissier, économiste, professeur des universités sur le thème suivant, l'évasion fiscale, crime contre la République ou résistance à l'oppression. Alors, je rappelle aux éditeurs de Radio Courtoisie, avant que vous lisiez les messages, Jacqueline, que Sylvain Charras, on peut dire à diriger la rédaction des dossiers du contribuable. Fortement contribué au numéro 13, juin juillet 2013, des dossiers du contribuable, la France de la fraude, alors avec évidemment sur la couverture la belle photo avec le sourire carnassier de Jérôme Cahuzac. Oui. Son sourire est peut-être un peu moins carnassier ces temps-ci. Jean-Philippe Delsol a écrit avec Nicolas Lecossin « À quoi servent les riches » chez Jean-Claude Lattès. Et Bertrand Leménissier a écrit « La morale face à l'économie » aux éditions de l'Organisation. Alors une auditrice nous demande « Monsieur de Lesquen, pourriez-vous nous dire pour quelle raison vous n'aimez pas Locke ?» C'est une bonne question. Lisez les questions, je le dirai après. Alors, un auditeur, c'est pour vous, Monsieur de Lesquen. Quand l'impôt sur le revenu a-t-il été créé? Et cet auditeur croit savoir que ça date d'un siècle. Non, les questions sont posées à tous. Hein. Considérez, ne dites pas, nous sommes tous ensemble, une équipe, autour de ces micros, et donc. Très bien. Un auditeur, les dispositions du projet de loi actuel s'appliqueront-elles rétroactivement à ce qu'on reproche à Monsieur Cahuzac, par exemple? Un auditeur. Le projet dont vous parlez donne l'opportunité d'un pas de plus vers l'occasion, opportunité au sens anglais du terme, là c'est un anglicisme affreux, c'est l'occasion. C'est opportunité, dans le sens opportunity, c'est un horrible anglicisme. Bien, bonsoir à toute l'équipe. Il n'est pas interdit de posséder un compte à l'étranger. Aussi, il existe un site dont j'aimerais que vous parliez, si cela est possible. Non, ne donnez pas, ne donnez pas. Un auditeur, la suppression de l'argent ne serait-elle pas la solution idéale contre toute forme de vol? Je parle de l'argent en espèces, du liquide. On pourrait tout payer par carte bancaire. Le vol serait alors impossible, comme le trafic de drogue en particulier. Une auditrice, les sans-papiers louent des logements vétustes à prix d'or, dont les allocations logements sont reçus directement par les propriétaires. Moralité, les citoyens français s'enrichissent du fait du laxisme de l'État en matière de non-respect de la loi. Au passage, je précise qu'il ne faut pas dire sans-papier chez l'auditrice, c'est un terme de désinformation, il faut dire immigré illégal. Une auditrice, le gouvernement de la France a déclaré la guerre aux Français dans tous les domaines. Toutes les lois fiscales, la loi Taubira, le prouvent. Nos hommes politiques participent à cette destruction. Un auditeur, nous sommes écrasés par les impôts. À mon avis, les allocations familiales devraient être réservées aux Français. Nous sommes bien d'accord. Un auditeur, je crois que les socialistes ne s'intéressent pas aux résultats économiques et que leur motivation fondamentale est leur crispation égalitariste. Leur volonté de réduire l'individu à un sujet asservi de l'État par la collectivisation, c'est-à-dire la destruction des libertés, se retrouve dans les discours d'Hitler aussi bien que ceux de Lénine. Bonsoir, un auditeur. La société Total est française et son siège social est à Nanterre. Pourtant, il semble qu'elle bénéficie de l'exil fiscal. Qu'en est-il exactement? Merci à vous. Un auditeur. Beaucoup d'Américains considèrent que l'Amérique n'est plus la patrie des libertés. Voir le site de Paul Greg Roberts. Non, ne faites pas publicité. Excusez-moi. Un auditeur DSK, quand il était ministre des Finances, avait proposé la suppression de la taxe d'habitation. À quand la grande manif contre le racket fiscal de l'État? Le rançonnement, racket est un mot anglais. L'extorsion de fonds.
Un auditeur, alors je lis en ce moment. Vous devriez mettre de la part des auditeurs des pièces dans le cochon, Jacqueline. Écoutez, je lis ce qui est écrit. Ah bah oui, mais il faut corriger. Je vais pas rectifier. Il faut rectifier. Mais je vais avoir une liste la prochaine fois. Ah, ça devient trop. Toutes mes excuses, mais je mettrai un euro dans le cochon à poids. Non seulement elle est bénévole, mais elle est bénévole négative. Elle est taxée comme bénévole, la pauvre Jacqueline. Ça, c'est encore mieux. Voilà. Un auditeur, je lis en ce moment le livre de Monsieur Delsol, À quoi servent les riches? À quoi servent les riches? Oui, il y a une formule très célèbre dont vous avez parlé, justement, de Barthélemy de Lassemas. L'AFMA, oui, alors les autos tuent les totos. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Bon, je le redis quand même, voilà, c'est... Écoutez. Alors un mot sur Locke et Burke. Pourquoi on me demande pourquoi je n'aime pas John Locke. C'est un vaste sujet, mais je vais essayer de résumer. D'abord, je l'ai lu, John Locke. J'ai lu son essai sur le gouvernement civil, et je trouve que c'est d'abord du bricolage idéologique. C'est-à-dire que John Locke écrit ça en 1689, si je ne m'abuse, c'est-à-dire juste après la Glorious Revolution, la Révolution glorieuse, qui a mis en place un gouvernement libéral, disons, et constitutionnel. Et les principes philosophiques que pose John Locke, sans le bricolage idéologique auquel il procède, aboutiraient aussi bien à justifier le communisme que justifier le libéralisme. C'est le premier reproche que je lui fais. Et donc c'est en fait, je ne suis pas fondamentalement en désaccord avec les conséquences qu'il tire de son raisonnement. Je suis en désaccord avec la manière dont il raisonne et avec sa méthode de raisonnement qui est purement rationaliste et qui est en opposition avec celle de Burke, Edmund Burke, un siècle plus tard, lui, et notamment dans un livre extraordinaire qui s'appelle Les Réflexions sur la Révolution française, publié dès 1790, qui est prophétique, qui annonce déjà Bonaparte. C'est un livre absolument génial. Le livre de Burke, P-U-R-K-E, Réflexions sur la Révolution de France, que vous trouverez dans une bonne traduction chez Pluriel, alors qu'il y a aussi une mauvaise traduction qui était faite à l'époque. Eh bien, lui, il dit la liberté, c'est d'abord un produit des traditions. C'est-à-dire que bien avant Hayek, il avait compris que le constructivisme ou le rationalisme, c'était une erreur intellectuelle et que la société était trop complexe pour qu'on puisse la rationaliser. Et pour moi, John Locke, et je m'arrêterai là parce que sinon j'en aurai jusqu'à la fin de l'émission, c'est un essai raté, c'est nécessairement raté de rationalisme abusif, de constructivisme au sens de Hayek. Et je crois que il faut justement, quand on est libéral, choisir entre la vision burkienne et hayekienne qui est celle de la tradition, consistant à dire avec modestie qu'on est obligé de se reposer sur des traditions, et la vision rationaliste qui est celle, je suis désolé Bertrand Le Ménissier, mais des libertariens, consistant à dire il y a des principes abstraits, et de ces principes abstraits évidents, on va tirer des conséquences politiques concrètes. Et je prétends, mais c'est un combat métapolitique pour moi essentiel, je prétends que cette vision des choses, lorsqu'elle conduit qui peut conduire à des conséquences tout à fait sympathiques de la part de certains, un peu de Locke et notamment de Bertrand Le Ménissier, c'est en fait une erreur logique. Je prends un seul exemple, Bertrand Le Ménissier. Les grands libéraux rationalistes constructivistes vous disent mais il faut partir de principes évidents par eux-mêmes. Par exemple, tout dommage doit être réparé. Tout préjudice doit être réparé. Mais d'accord, mais qu'est-ce que c'est qu'un préjudice? Si je suis boulanger dans un village, qu'un deuxième boulanger s'installe à côté de moi, il ne fait pas de doute que mon chiffre d'affaires va chuter. Je vais donc subir un préjudice. Donc la question est de savoir si ce préjudice va être ou non protégé par la loi. S'il est protégé par la loi, ça veut dire qu'on doit instituer un monopole. Et les conséquences ne sont pas du tout libérales. Donc autrement dit, le problème n'est pas de savoir si un préjudice doit être réparé, le problème est de savoir quels sont les préjudices qui vont être réparés. Bon, je m'arrête là parce que c'est une vaste discussion. Je crois que John Locke est un rationaliste et en tant que tel, sa méthodologie n'est pas acceptable et qu'en changeant un petit peu certains de ses raisonnements, on arrive à des conclusions socialistes. Les socialistes peuvent se réclamer de John Locke comme les libéraux. Je voudrais juste intervenir. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a d'abstrait dans le fait que je suis propriétaire de moi-même. C'est-à-dire au sens vraiment le plus concret possible. Personne n'est habilité à décider de ma vie et de disposer de mon corps. L'autre point que tu as mentionné, qui revient aux traditions ici, c'est que le pouvoir, par exemple pour des questions d'argent, va donner des libertés au sens de privilèges. Je donne par exemple aux villes le privilège d'échapper à certains impôts, etc. Donc il y a une partie, bien entendu, des libertés, entre guillemets, ici, qui sont pas liées aux individus, mais parfois à des groupes, parfois à des corporations, etc. Donc l'émergence du concept de liberté individuelle
remonte effectivement à Lilburn, etc., à la révolution que tu as mentionnée, dont Locke est un héritier. Mais non, la liberté individuelle, ça remonte à l'antiquité germanique ou celtique. Les droits, les rights en anglais. Le mot, mais regarde attends, ce que veut dire franc. Attends, mais le mot franc. Ça veut dire libre, justement. Ah justement, il y a une discussion là-dessus sur qu'est-ce qu'est trop franc. Moi, je voudrais peut-être dire les choses autrement. Quand j'ai cité Locke tout à l'heure, puisque c'est je vois rouge. Quand on cite Locke, je vois rouge. Je pense que c'est un réflexe conditionné. Ce qui est intéressant chez Locke, c'est cette idée que l'État n'est légitime que si il est là pour protéger la propriété et la liberté des individus. Nous sommes d'accord. Et c'est ça qui est intéressant chez Locke. Voilà, mais là, ça c'est la conclusion, c'est sa conclusion, mais ses conclusions sont excellentes. Ce que je conteste chez Locke, ce n'est pas la conclusion, c'est la manière dont il y arrive. Locke, si j'ai mes souvenirs sont exacts, Locke combat Filmer, et Filmer ici est en train de penser la nation et l'État comme un surtout père de famille. Dans le premier essai, pas dans le deuxième. Donc il lutte contre cette idée que le roi est le père de la nation ou le père de l'État, etc. Que l'État est propriétaire de tout. Hein. Oui, donc l'État personnifié par le roi. Ouais. Oui. Ouais. Juste un dernier message d'un auditeur, les Maghrébins qui ont la double nationalité doivent-ils déclarer leurs biens en Algérie? Mais on a expliqué à cet auditeur, et on le rappelle, que pour la France, c'est une question de domicile fiscal et pas de nationalité. Oui. La nationalité, je parle sous le contrôle de Maître Delsol, avocat fiscaliste, grand avocat fiscaliste et auteur de À quoi servent les riches. Le critère de l'imposition pour la France, et je crois pour la plupart des pays sauf les États-Unis, ce n'est pas la nationalité, c'est le domicile fiscal, le lieu où on habite. Avec des exceptions, notamment pour l'immobilier. On peut pas rentrer dans le détail. Je rappelle même dans la loi liberticide, on rappelle incidemment qu'il y a quelques territoires français qui sont des paradis fiscaux dont on garde l'autonomie fiscale. Saint-Martin, Saint-Barthélemy, on en a quelques-uns. Il faut émigrer à Saint-Martin. Qui échappent effectivement à la loi liberticide. Non, ça ne sera pas une immigration parce que c'est la France. Eh oui, c'est un des aspects amusants de cette Alors, j'aimerais, puisqu'il nous reste quelques minutes, Maître Jean-Philippe Delsol, que peut-être vous nous disiez à quoi servent les riches. Alors, vous êtes venu l'expliquer dans mon émission il y a un an, mais là, c'est encore le sujet. L'évasion fiscale, crime contre les républiques ou résistance à l'oppression. Est-ce que les riches sont, disons, une sorte de réservoir infini où l'État peut puiser pour couvrir ses dépenses? Alors ils ne le sont pas, car en taxant trop les riches, on tue la richesse, et en tuant la richesse, on tue la source justement du bien-être de tous. Je crois que je vais essayer de résumer en une minute l'essentiel du message que je veux faire passer au travers de cet ouvrage, c'est que s'il y a des gens qui sont riches dans une économie libre, car évidemment on ne peut pas raisonner de la même manière dans une économie administrée ou dans une jungle totale, mais dans une économie libre, une économie de marché, les gens qui s'enrichissent sont ceux qui offrent des produits à des gens qui librement les achètent, des produits ou des services. Et c'est parce qu'ils offrent des produits ou des services que les gens veulent acheter, sont prêts à acheter, qu'ils arrivent à s'enrichir. Et donc en fait, ils s'enrichissent en offrant aux gens des choses que ces gens-là veulent. Et cette richesse est de ce fait légitimée. Et elle est légitimée aussi, même je dirais moralement, en ce sens que ce processus d'offre et d'achat est en réalité un processus de progrès, c'est-à-dire de découverte, car pour vendre, il faut mettre sur le marché des nouveaux produits, entre autres, pas seulement, mais entre autres, ou améliorer, être meilleur que l'autre, être meilleur que le concurrent, dans une économie libre, je le répète. Et donc, c'est en réalité un processus de progrès. Et c'est en ce sens que le processus qui permet l'enrichissement de quelques-uns, pas de tous, plus que les autres, est un processus qui favorise l'enrichissement de tous en même temps. Et donc un processus favorable. On le voit d'ailleurs, parce que les gens, par exemple pour les artistes, etc., personne ne les force à aller assister à des concerts, etc., et à payer ou acheter des disques. Et eux, on trouve normal qu'ils soient riches. Hein. C'est assez amusant de voir quand on discute des aspects culturels ici, c'est facilement accepté. Oui, alors c'est pas le cas pour nous n'avons pas assez insisté sur
un côté très français, mais pas seulement français, mais c'est quand même là je vais faire un peu de dénigrement de ma patrie, mais c'est vrai qu'en France plus qu'ailleurs, il y a un ressentiment, le ressentiment et l'envie sont des vices extrêmement répandus. La jalousie, l'envie, le ressentiment, et que c'est pour ça que les gouvernements socialistes UMP et socialistes PS qui se succèdent par démagogie, pour faire plaisir justement aux gens qui sont animés par l'envie, qui ne comprennent pas d'ailleurs que s'ils étaient intelligents, ils devraient préférer qu'il y ait plus de riches parce qu'ils seraient eux-mêmes moins pauvres, comme le démontre Jean-Philippe Delsol dans À quoi servent les riches. Eh bien, c'est cette politique démagogique est malheureusement partagée par les gouvernements successifs. Il faut justement expliquer toujours expliquer combien telle est à courte vue. Elle est d'abord immorale, bien sûr. L'envie est un des 7 péchés capitaux. Et je pense aussi que c'est un des produits du système administré, etc. C'est-à-dire que on vit pas dans un monde, comme tu dis, de liberté, du point de vue du marché du travail, du point de vue de la fonction publique, on le voit. Donc c'est un produit de l'État. Et cette défiance qui existe et cette envie-là, elle peut venir aussi de cette absence de liberté. Merci, professeur Bertrand Leménissier. Je voudrais finir par où nous avons commencé cette causerie sur le thème l'évasion fiscale, crime contre la République ou résistance à l'oppression. J'ai tendance à dire qu'autour de cette table, nous sommes plutôt enclins à penser que ce n'est pas un crime contre la République. C'est à la rigueur une faute dans certains cas, quand on ne veut rien payer du tout, mais que ça peut être une résistance à l'oppression compte tenu du niveau des dépenses publiques. Bon. Et je souligne encore une fois avec force, le fait que la politique qui est suivie depuis si longtemps, qui est encore aggravé par la loi liberticide, le projet de loi liberticide qui a été déposé à l'Assemblée nationale, est contraire au principe constitutionnel français. Il y a une contradiction. Car je rappelle que l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui fait partie de notre ordre constitutionnel, nous dit que les droits naturels et imprescriptibles de l'homme sont, je cite, la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Bon, la propriété et la résistance à l'oppression, quand on combine les deux, on se demande effectivement si l'évasion fiscale, sur le plan juridique et moral aussi d'ailleurs, n'est pas justifiée dans une certaine mesure. D'autant que le même texte dit que chacun doit contribuer à raison de ses moyens, et à raison, ça veut dire en proportion. En raison de ses facultés, dit exactement le texte de mémoire. Alors, je termine en disant que j'ai eu le plaisir donc de recevoir, et je remercie mes 3 invités, Sylvain Charras, historien, analyste des politiques publiques, qui est l'un des co-auteurs des dossiers du contribuable, et Jean-Philippe Delsol, À quoi servent les riches, aux éditions Jean-Claude Lattès, et Bertrand Leménissier, La morale face à l'économie, aux éditions de l'Organisation. Merci, cher. Merci à vous.